L'exercice, pour ceux qui ne le connaissent pas, consiste à vous présenter dans une première partie des sujets qui se rapportent aux thèmes qui ont été retenus, en mêlant une présentation de la réglementation, un feedback d'expérience et de façon plus générale, des réflexions qui sont élaborées sur la base de ce que nos experts constatent en pratique sur le terrain, dans les relations avec les clients et avec les institutions au niveau local. Et à la suite de ces présentations, il y a une session Q&A qui suit donc ces présentations. Donc, vous avez tout à fait la possibilité, tout au long de ce webinaire, de poser des questions à nos experts, qui se font un plaisir d'y répondre dans la session Q&A. Et vous avez sur la plateforme un petit dispositif qui vous permet de poser vos questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder la digitalisation de l'Afrique avec ses enjeux juridiques et fiscaux. Et peut-être en guise d'introduction, quelques constats, quelques chiffres pour montrer combien l'Afrique, à l'heure actuelle, se digitalise à vue d'œil. Le premier constat, c'est que l'Internet passe par le mobile. En ce moment, on assiste à une progression de l'adoption du téléphone portable qui est la plus forte au monde. Sur la zone Afrique, avec une croissance moyenne qui est supérieure à 6%. Et de façon, je dirais, immédiate, on constate que le téléphone portable remplace le fixe, qui n'a jamais vraiment eu lieu d'ailleurs, avec bien évidemment des différences régionales tout de même. On note également que le développement de l'usage d'Internet mobile a décollé avec les smartphones chinois, qui ont des prix beaucoup plus abordables et qui ont été mis sur le marché. Donc là aussi, pour le développement de Internet, il y a une question de coût des outils qui n'est pas négligeable. Le deuxième constat, c'est l'impact économique. Actuellement, les nouvelles technologies représentent environ 8% du PIB des pays d'Afrique subsaharienne, avec tout de même, et c'est important de le noter, une création de peu d'emplois directs, mais à environ moins d'1 million, mais avec beaucoup d'emplois indirects. En termes de vendeurs, de réparateurs, on doit avoir à peu près 2,5 millions d'emplois qui ont été créés. Surtout, c'est l'impact économique à venir qui est important. En Afrique, le potentiel est énorme. Et énormément de secteurs de développement sont concernés par le numérique. Je pense par exemple à la santé, avec des diagnostics qui peuvent être établis sur la base de photos haute définition, la distribution de médicaments. Je pense également à l'éducation, qui est un secteur extrêmement porteur et qui a un grand avenir à travers le numérique. Bien sûr, le secteur financier, le paiement, le M-paiement, qui s'est d'abord développé en Afrique, avant même d'être étendu en Europe de l'Est. Urbain, la gestion des flux. Donc, autant de possibilités importantes dans des secteurs qui sont porteurs et qui entraîneront un développement économique sans précédent, avec, on assiste même à ce qu'on appelle le leapfrogging, cette évolution, ce développement économique qui saute carrément une étape. En ce moment, c'est exactement ce à quoi on assiste en Afrique. On passe directement à un développement économique qui est axé sur le M-payment avant même la bancarisation. Alors, pour accompagner ce développement, pour relever ces défis, il y a plusieurs points, il y a plusieurs sujets d'attention. D'abord, un défi en termes d'infrastructure, avec par exemple le développement des liaisons sous-marines. Il faut également éviter la fracture numérique, donc limiter les inégalités qui sont liées à l'accès à l'Internet. Et enfin, il faut que les politiques publiques se mobilisent, notamment en termes de protection des données, de lutte contre la cybercriminalité et la fiscalité. Pour mettre en perspective ces constats et mieux comprendre les enjeux, nous aborderons donc au cours de ce webinaire successivement le cadre normatif avec un focus FinTech. Cette présentation sera assurée par Aristide Ouattara, qui est notre associé en charge de l'industrie FSI, donc les services financiers, y compris également les assurances. Suivra ensuite une présentation des enjeux juridiques et réglementaires qui sera assurée par moi-même avec une intervention de Jean Bernardini, qui est notre associé en charge du desk Afrique à Paris.
Enfin, il y aura une présentation des aspects fiscaux avec les interventions de Julien Pelfig, qui est associé dans le département de prix de transfert chez TAGE, et Sandrine Sopo-Priso, qui est notre associée de Loi de Cameroun. On terminera cette série de présentations des thèmes autour de la cybersécurité et de la protection des données personnelles, qui sera assurée par Sofiane El Abdi, donc, qui est notre associé Risk Advisory au sein de Deloitte Afrique francophone. Voilà donc le programme des présentations, et s'en suivra, comme je l'annonçais tout à l'heure, une série de Q&A. Donc, encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vos questions. Donc, sans plus tarder, j'invite Aristide Ouattara sur la présentation de ce cadre normatif. Merci beaucoup, Yves. Bonjour à tous. Très ravi d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant qui est sur la digitalisation de l'économie africaine. Je compte commencer effectivement cette présentation, en tout cas ce webinaire, en faisant un focus sur un secteur qui est très important dans ce mouvement de digitalisation, donc c'est l'industrie financière. Donc l'idée, c'est de vous présenter le cadre normatif autour de cette industrie financière, et après de faire un focus sur un périmètre d'activité qui est extrêmement le symbole justement de cette digitalisation, qui sont les fintech, qui sont la convergence entre l'industrie des telcos et l'industrie financière, et donc qui sont c'est un secteur qui est très moteur dans ce phénomène de digitalisation de l'économie africaine. Donc, le cadre normatif autour justement de la digitalisation au sein de l'industrie financière, il va s'articuler principalement autour de 4 thématiques. Il y en a un peu plus, mais les principales en tout cas sont listées ici. Le premier, ça va être l'identification des clients. On est sur une pratique de digitalisation, donc on dématérialise certaines activités, donc on ne se voit pas physiquement. Donc, il faut être identifié, il faut authentifier. Et donc là, derrière, il y a un certain nombre de problématiques d'ordre juridique, d'ordre réglementaire que je vais présenter. On parle de digitalisation, et la digitalisation, donc, c'est aussi l'innovation des services financiers qui sont proposés. Et cette innovation va souvent de pair avec une expérience client qui est de plus en plus étendue. Et plus on va étendre cette expérience client, plus on aura besoin d'avoir des acteurs qui sont capables de s'interconnecter. Et donc, il y a le deuxième pilier important, c'est l'interopérabilité entre les acteurs et qui devient par conséquent une problématique réglementaire importante. Troisième pilier important, c'est la protection des clients. On a un certain nombre d'innovations au niveau des produits digitaux qui sont maintenant proposés. Et donc, qui parle d'innovation, parle aussi de besoin d'information et de protection des clients, et je vais aborder ça également. Et puis le dernier, donc c'est tout ce qui va être aspect conformité, puisque on a un cadre réglementaire qui doit s'adapter pour justement s'assurer que ces activités soient conformes avec un certain nombre d'attentes, en tout cas, des superviseurs et des régulateurs. Donc, le premier sujet par rapport à l'identification et l'authentification, ça ne date pas d'hier déjà en Afrique, les réflexions sur les problématiques, par exemple, de signature électronique. Vous savez, quand on est dans des transactions digitales, à un moment, il faut qu'on soit capable justement déjà d'identifier les interlocuteurs, souvent de manière unique, de manière infalsifiable, et pour assurer la traçabilité. Donc, sur ces sujets-là, donc il y a pas mal de réflexions qui ont été menées. Si on prend par exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest, depuis 2002 déjà, il y avait des réflexions sur la problématique de signature électronique, donc des directives qui sont sorties. Et
20 ans après, l'implémentation est un peu diverse en fonction des pays. Il y a des pays qui sont allés un peu plus vite que d'autres et d'autres qui viennent tout juste d'avancer sur ce sujet. Quand on prend par exemple l'exemple du Bénin, le Bénin vient juste en 2017 dans le cadre de sa stratégie numérique, d'avancer justement sur les modalités de validation et d'implémentation de la signature électronique. Pendant que, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis 2012, ils ont réussi à avancer justement sur ce sujet, même en octroyant en fait, le marché en fait, de signature électronique et d'authentification à un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est vraiment le point d'entrée. Le point d'entrée de la digitalisation, et on va en parler aussi à la fin avec les enjeux de cybersécurité. Donc, c'est vraiment cette capacité à identifier et à authentifier. Et donc, les régulateurs ont un rôle important à jouer là-dessus. Et donc, ça, c'est vraiment le premier pilier que je voulais vous présenter. Le deuxième sujet, donc, en termes d'interopérabilité. Donc, comme je l'ai dit en introduction, de plus en plus d'acteurs proposent justement ces services digitaux. Et pour qu'on puisse avoir une expérience client qui est complète, il faut de l'interopérabilité. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas de directive telle que la PSD, donc c'est la directive des services de paiement ou la directive des établissements de monnaie électronique, donc au niveau européen, qui vont amener d'office, en fait, qui vont obliger ces acteurs à être interopérables. On ne l'a pas en Afrique. Et donc, aujourd'hui, c'est le législateur qui lui-même est en train de devenir le chef d'orchestre en fait, de l'interopérabilité, parce que ça ne se fait pas naturellement. Voilà. Donc, quand on prend l'exemple encore de la zone UEMOA, donc on a par exemple le GIMI-UEMOA, donc qui a déjà lancé la politique d'interopérabilité entre les acteurs traditionnels et qui est en train de l'élargir avec les acteurs non traditionnels qui sont les fintechs dont on va parler un peu plus tard. Au niveau de la zone CEMAC également, on a effectivement le GIMAC, le GIMAC donc, qui est le système d'interopérabilité qui avance très bien maintenant. On commence à avoir des acteurs qui, notamment au niveau de la monnaie électronique, qui sont en train de mettre en place cette interopérabilité. Donc, c'est un axe qui est important avec le besoin d'avoir des régulateurs et des acteurs qui travaillent de concert justement pour pouvoir garantir cette interopérabilité. Si l'interopérabilité ne marche pas, on ne pourra pas voir l'éclosion en tout cas dans la durée de ces services financiers numériques. Troisième pilier important, donc c'est la protection des clients. Ces services digitaux ont l'avantage d'être assez agiles, beaucoup d'innovation, mais ça a un pendant, c'est la nécessité de protéger les clients. Et cette protection, elle va aller elle va toucher plusieurs aspects. C'est déjà les obligations d'information, beaucoup de pédagogie auprès des clients. Et donc, les régulateurs, les superviseurs sont en train d'intégrer justement une dimension service financier numérique dans les règles de protection de la clientèle. On commence déjà à identifier des abus, des plaintes, parce que il y a une mauvaise qualité d'information, des mauvaises surprises que les clients découvrent, et notamment en termes de facturation, par exemple, de certains services, de coûts cachés. La digitalisation, elle est attractive parce que ça facilite la vie des clients, mais derrière, il y a un certain nombre de coûts cachés. On en parlera d'ailleurs, c'est aussi lié avec les pratiques de partage de valeur que les collègues vont élaborer. Mais tous ces éléments-là nécessitent vraiment un renforcement donc des règles de protection de la clientèle, de supervision des pratiques commerciales en lien avec notamment ces nouveaux produits, ces nouveaux services financiers,
numérique. Quatrième pilier, et je pense qu'il est l'un des plus problématiques, c'est les enjeux de conformité. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ces enjeux de conformité? Donc, c'est la conformité par rapport à un certain nombre de dispositions réglementaires qui peuvent être déjà des règles, bien sûr, des règles prudentielles. On a des services numériques qui arrivent, qui vont déjà aussi respecter un certain nombre de normes. Quand on prend par exemple l'exemple des services de paiement, elles doivent aussi ils ont des règles spécifiques en termes de fonds propres par rapport au volume des transactions, par rapport au stock, par exemple, de monnaie électronique en circulation. Donc, tout ça, c'est des éléments de conformité à ces normes prudentielles. Mais il y a aussi des points de conformité par rapport à la criminalité financière. Parcours client optimisé, raccourci, quelque part aussi, dans le processus d'onboarding des clients, peut être beaucoup plus exposé aussi à pas mal de risques, notamment les risques de blanchiment. Donc, on a de plus en plus maintenant d'attention des régulateurs justement sur l'utilisation de ces services financiers numériques pour justement à des fins de blanchiment, de fraude et aussi de corruption. Donc tout ça, ce sont des sujets que le régulateur ne maîtrise pas puisque toutes ces régulations ont été mises en place dans le cadre de services traditionnels. Donc avec la digitalisation, il y a tout un nouveau périmètre d'activités qui sont maintenant sous surveillance. Et puis, il y a aussi la problématique d'octroi des agréments dans le cadre en fait, de ces nouvelles activités. Et on remarque vraiment une disparité très importante entre les juridictions, déjà même entre les autorités de tutelle, en matière justement de supervision en fait, des entités qui proposent justement ces services digitaux, et aussi même dans les dossiers d'agrément des établissements financiers classiques, il y a maintenant en tout cas au niveau de la CPR par exemple en France, il y a tout un pan maintenant sur la proposition de services financiers digitaux. Voilà. Pas encore intégré de manière systématique dans les requêtes au niveau de l'Afrique, mais c'est en train de venir puisque on se rend compte que les processus à mettre en place pour pouvoir contrôler, maîtriser en fait ces activités digitales ne sont pas les mêmes. Donc il y a tout un enjeu de conformité qui vient se rajouter. Voilà. Donc vous voyez, le panorama est assez large, beaucoup d'enjeux autour de cela. Et on a des acteurs en particulier qui méritent une attention particulière par rapport à ces sujets, ce sont les fintech. Parce que tout ce que j'ai présenté là, effectivement, sont valables pour autant pour les établissements financiers traditionnels que les fintech. Mais dans le cas des fintech, on a une couche supplémentaire du fait que c'est une conjonction, c'est une convergence entre deux univers. Donc l'univers des telcos et l'univers financier. Donc, un petit rappel, donc, qu'est-ce qu'on appelle FinTech? C'est une contraction entre finance et technologie. Donc, c'est toutes les entreprises qui combinent justement la technologie et la finance. Voilà. Donc, avec cette capacité à couvrir un point très large. Hein. Quand on parle de FinTech, souvent, on parle beaucoup de paiement. On voit toujours beaucoup de paiement, mais c'est beaucoup plus large. Ça peut couvrir les assurances, ça peut couvrir les activités de dépôt et de prêt, et les activités de financement, les activités d'investissement, et puis tout ce qui est même au niveau des marchés des capitaux. Voilà. Donc, en Afrique, on est très orienté paiement, mais il faut vraiment élargir le scope. Et donc, la problématique aujourd'hui des fintech, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'elles sont dans une double industrie, il y a cette problématique de supervision, déjà d'autorité de tutelle. Il n'y a pas d'homogénéité, par exemple, entre les différents pays sur les acteurs, en tout cas les régulateurs qui vont superviser déjà ces entités. Ça, c'est une première question. Mais de manière générale, c'est quand même le côté industrie financière qui prend le pas, et donc on voit de plus en plus des banques centrales qui commencent à réfléchir sur des cadres réglementaires spécifiques.
Si on prend par exemple l'exemple de la zone UEMOA, donc tout ce qui va être activité de paiement va être régulé par la Banque centrale via justement le statut d'établissement financier de paiement. Donc c'est dans les établissements financiers, donc il y a différentes activités. Et donc, il y a l'activité numéro 4 qui est l'activité de paiement. Donc, par exemple, au niveau des 8 pays de la zone UEMOA, effectivement, elles sont régulées par ce biais-là. Mais dans d'autres juridictions, elles ne sont même pas sous le couvert de la Banque centrale. C'est, par exemple, d'autres autorités, comme les autorités de marché, qui vont les réguler. Donc, il y a déjà cette hétérogénéité. Pour la partie monnaie électronique, pareil, on a un statut particulier qui n'entre même pas dans le statut des établissements financiers. Donc, c'est des établissements de monnaie électronique. Voilà. Pour finir, en tout cas, par rapport à cette problématique de FinTech, il y a vraiment une nécessité au niveau des régulateurs de créer un cadre normatif spécifique. Et c'est ce qu'est en train de faire certains régulateurs en mettant en place ce qu'on appelle c'est un terme anglais, les regulatory sandbox, ou ce qu'on appelle les bacs à sable réglementaires. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des dispositifs qui sont déjà éprouvés dans certains pays occidentaux, qui sont des plateformes open source qui vont être ouvertes auprès des acteurs tels que les fintech, qui viennent faire leur proof of concept sur une plateforme hébergée par les régulateurs. Et ça permet aux régulateurs justement de comprendre le plus en amont possible les enjeux en matière de réglementation en fait, de ces fintech. C'est quelque chose qui est clé. Les fintech sont en train de prendre des parts de marché importantes. Elles sont en train aussi même de créer beaucoup de partenariats avec les acteurs traditionnels. C'est justement là la clé de l'évolution de ces services financiers digitaux. Et donc, elles doivent être régulées déjà pour des problématiques de protection justement de la clientèle, pour des problématiques de concurrence saine avec les établissements financiers classiques. Et donc, aujourd'hui, on a pas mal d'initiatives qui sont en cours. Ça ne va pas assez vite, mais l'écosystème, que ce soit les banques centrales, les autorités de régulation côté telco sont en train d'avancer dans ce sens-là. Donc, voilà en gros ce que je voulais présenter au niveau du panorama. En 15 minutes, c'est assez ambitieux de présenter tout ça. Et je serai bien sûr disponible pour aborder toute question en lien avec ce sujet. Merci beaucoup Aristide, c'était très clair et mon propos va aller également dans ton sens où tout part du constat qui est immédiat que les innovations techniques, les innovations technologiques permettent de nouveaux services, développent de nouveaux marchés et doivent être encadrés par des environnements juridiques, réglementaires et qui sont dans bien des juridictions un peu bouleversées et doivent s'adapter. Peut-être, avant d'aborder mon propos, décrire de façon très schématique, là encore, et vous l'avez sous les yeux à l'écran, une plateforme qui est une plateforme de paiement. Vous avez un consommateur qui a des liens avec un opérateur télécom, qui a lui-même un contrat avec un agrégateur de plateforme et qui a lui-même un contrat avec un éditeur de contenu que j'ai placé en Asie, mais c'est pour vous dire la réalité en fait, et tous ces nouveaux marchés, tous ces nouveaux liens, non seulement bouleversent les cadres réglementaires, mais bouleversent les frontières également, et on doit du coup bien avoir à l'esprit ce côté transborder. Autre type de plateforme également, les marketplaces, où il y a un consommateur qui va donc se connecter sur un site de marketplace et qui pourra acheter un certain nombre de produits qui apparaissent sur ces marketplaces. Donc, schéma très, très simplifié de plateforme, il y en a d'autres, mais je voulais visuellement vous présenter quelque chose. Et vous avez en haut de ce slide, sur la partie supérieure, un certain nombre d'autorités de régulation, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont amenés à intervenir dans l'encadrement de ces relations d'affaires, dans ces relations de consommation. Et puis, en filigrane rouge,
vous avez, je dirais, la structuration de ce qui peut être la structuration d'un prix avec un prix final qui est posé, qui est payé par un consommateur et une remittance qui est payée à l'éditeur de contenu, au vendeur final, et entre toute une série de commissions sur transactions, de service fees qui vont être payés. Donc voilà, de façon très schématique, encore une fois, ce qui peut être des plateformes de paiement ou ce qui peut être des marketplaces. Et ce type de plateforme, dans un encadrement juridique, réglementaire, soulève des questions qui sont structurantes et qui sont souvent communes. Le premier bloc de questions qui peuvent se poser, concerne l'allocation des revenus, le partage des revenus, et se posent des problématiques sur un plan juridique à son encadrement et à son traitement. On le voit sur le schéma, il y a des termes, il y a des flux financiers, d'accord, et en termes de flux financiers, l'allocation des revenus d'un opérateur à l'autre, d'un acteur de cette chaîne à l'autre, s'opère par une collecte de fonds pour le compte de tiers et une remittance aux fournisseurs de services ou du bien étranger. Donc, je l'ai situé en Asie, mais ça peut être ailleurs, mais c'est souvent à l'étranger. Et la remittance, elle est souvent calculée comme constituée du prix final moins la commission sur les transactions et les services. Or, sur ces sujets, il y a au moins 2 réglementations principales qui ont vocation à s'appliquer. La première, c'est la réglementation bancaire, quand elle existe, la réglementation des systèmes de paiement. Aristide en a parlé, mais je l'évoquerai à mon tour. Et la deuxième réglementation qui a vocation à s'appliquer, c'est la réglementation du contrôle d'échange. Sur la réglementation des systèmes de paiement ou parfois de la réglementation bancaire, laquelle est applicable? De manière générale, les acteurs des plateformes qui interviennent dans ces opérations de paiement ne devraient pas être qualifiés d'établissement de paiement, surtout au sens qui est assimilé à un établissement de crédit et avec toutes les obligations prudentielles qui sont très lourdes et qui en découlent. Aristide l'a évoqué. Je voudrais faire simplement un petit point de focus sur ce sujet et de façon très précise, évoquer des questions qui se posent en pratique, par exemple. La collecte de fonds pour le compte de tiers, c'est une activité qui, en principe, au vu d'un certain nombre de réglementations bancaires, nécessite un agrément qui est délivré par la Banque centrale. Ça ne devrait pas être le cas, c'est trop lourd en définitive et ça correspond mal, on va dire, à ce schéma de service et à la réalité du service. Mais les réglementations sont pas encore complètement adaptées à ces nouveaux services et à nouveaux liens contractuels. Et au Maroc, par exemple, le transfert de fonds requiert un agrément spécifique. Autre point également d'interrogation, le service d'intermédiation qui est rendu par l'agrégateur de paiement, est-ce qu'il faut le considérer comme un service de paiement qui nécessite lui aussi un agrément? Vous voyez, donc il y a toute une série de points juridiques qui méritent d'être posés et les réponses des États africains à ces différentes questions sont mal encadrées, mal formalisées et souvent encore en décalage avec la réalité de ces business. Autre point également juridique, je dirais, de questionnement sur l'allocation des revenus et sur cette chaîne de transfert et de flux financiers, c'est la réglementation du contrôle d'échange. Quelle est la réglementation de contrôle d'échange qui va être applicable? En principe, c'est la réglementation du contrôle d'échange local, c'est-à-dire au moment du client. Dans la mesure où, à un bout de la chaîne, on a un paiement en monnaie locale et à l'autre bout de la chaîne, on a un paiement à l'opérateur étranger en USD ou en monnaie étrangère, forcément, les questions vont se poser sur le terrain de la réglementation d'échange. Est-ce que la réglementation d'échange locale autorise ce business model? Est-ce que, par exemple, il n'y aura pas besoin d'obtenir une autorisation préalable de l'autorité de contrôle d'échange? Dans la plupart des juridictions d'Afrique francophone, et notamment en Afrique centrale, les réglementations de contrôle d'échange sont extrêmement, extrêmement restrictives. Donc, là encore, une question fondamentale à se poser quand on met en place ce type de business, c'est sa faisabilité au regard de la réglementation d'échange. Autre point également d'attention, autre exemple, celui de la marketplace. La question principale sur la marketplace va concerner le paiement en USD, en monnaie étrangère de la remittance,
là où le prix de la transaction a été versé, lui, aux devises locales par le consommateur. Or, dans la plupart des juridictions africaines, la remittance n'est pas prévue par la réglementation. Donc, on a un problème de qualification, d'accord? Il n'y a ni importation de services, ni importation de biens, et là encore, une vraie incertitude de ce côté-là. Voilà, donc de façon très ramassée, un premier lot de questions qui concerne toute ce partage de revenus, cette allocation de revenus et ces flux financiers. Jean, je crois que tu voulais aborder un point pratique que tu avais vécu, toi, dans un dossier ou dans plusieurs dossiers africains. Merci. Il y a plusieurs sujets. Ce que tu as évoqué effectivement sur l'encaissement pour le compte, c'est vrai que on a des disparités, notamment dans la manière dont ça peut être réglementé en fonction des pays. Donc le simple encaissement pour compte 2, souvent c'est pas quelque chose de réglementé. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un flou derrière je dirais ce rôle ou cette activité ou cette appellation. Certains pays limite cette possibilité ou l'encadre, mais le vrai sujet sur l'encaissement pour compte, c'est ensuite la manière dont on va pouvoir sortir des devises, parce que souvent les acteurs avec lesquels on va travailler dans le digital sont des acteurs, comme tu l'as indiqué, qui peuvent être en Asie ou ailleurs, en Europe, et donc le souhait, c'est de se faire payer en devises. Donc le vrai sujet, c'est est-ce qu'une fois que j'ai fait cet encaissement pour le compte 2, est-ce que je suis autorisé à avoir déjà un compte bancaire en devise localement, et est-ce que je peux payer en devise? Est-ce que je vais être autorisé à avoir, par exemple, un compte étranger en devise? Donc il y a le compte local en devise, il y a le compte étranger en devise. Donc on sait que, par exemple, la réglementation d'échange CEMAC qui a changé il y a un an ou deux, restreint cette possibilité-là, par ailleurs. Donc, autour de ça, autour de certains sujets du digital, va se poser la question du rapatriement de devises, du paiement en devises étrangères. Se pose également la question, parfois aussi, de la compensation, puisque je dois recevoir une commission ou une rétribution pour mon activité, et je dois par ailleurs payer des fournisseurs à l'étranger. Est-ce qu'il y a des compensations qui peuvent s'opérer? La compensation, en Europe, c'est peut-être ça peut être un sujet plus simple à gérer, ou une opération juridique assez simple à gérer. Ça peut être une opération en Afrique, une opération qui peut être interdite, comme c'est le cas au Maroc, comme c'est le cas en Algérie, sur certains pays aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des sujets autour de cet encaissement pour le compte qu'il faut bien maîtriser et qui doivent être encadrés. Après, un autre sujet, c'est ce que tu mentionnais sur l'activité sur notamment les agrégateurs de plateformes qui sont un petit peu à la périphérie de plusieurs sujets, donc télécom, du bancaire, donc d'activités réglementées, que ce soit du transfert de fonds, émetteur de monnaie électronique, etc. Donc, quelle est la qualification juridique de ces acteurs qui ont un rôle clé en fait dans cette activité digitale? Donc, par exemple, il y a les gestionnaires techniques de réseau multibanking. Par exemple, sur la zone CEMAC, c'est une activité qui est soumise à une autorisation de la BEAC. Ça ne va pas être forcément le cas sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut être assez prudent, souvent, en fonction du rôle qu'on va avoir, de l'activité qu'on va avoir. C'est ce que tu disais, de se poser la question de est-ce que je suis soumis à une réglementation particulière, est-ce que je suis soumis à une déclaration particulière, à une autorisation particulière, bien que je ne sois pas une société de transfert de fonds, une banque, mais par contre j'ai un rôle central à jouer dans cette activité. Le dernier point un peu pratique, c'est un point qu'on avait vécu notamment avec Aristide, c'est les acteurs télécoms initialement avaient ce rôle aussi d'émetteurs de monnaie électronique, et donc avaient cette double casquette telco et émetteur de monnaie électronique, et effectivement le régulateur est venu poser notamment en Afrique de l'Ouest des bases de séparation de ces activités. Donc on a des acteurs télécoms qui ont dû en fait séparer leurs activités d'émission de monnaie électronique, puisque c'est une activité qui est
réglementée, donc il y a une réglementation qui a commencé à émerger. Et donc, on a dû avoir cette distinction. Les opérateurs télécoms ont dû faire une distinction entre leur activité télécom, d'accord, et leur activité d'émetteur de monnaie électronique. Donc, bien séparer ces deux activités qui sont soumises à des autorités de tutelle qui peuvent être différentes, hein, régulation télécom pour le telco, banque centrale ou contrôle d'échange pour l'émission de monnaie électronique. Donc, forcément, cette évolution un petit peu réglementaire a dû amener une réorganisation des différents acteurs. Donc, ça a commencé avec l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, quand on est structuré sur toute l'Afrique d'une certaine manière, dès lors qu'on va restructurer l'Afrique de l'Ouest, on va être peut-être aussi obligé de restructurer toutes les autres filiales ou toutes les autres présences qu'on peut avoir en Afrique. Et effectivement, quand une réglementation commence à émerger sur une zone, on sait que c'est de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ça peut être l'Afrique centrale. Ensuite, il y a quand même un mimétisme aussi de ces différentes zones qui vont aussi copier un petit peu les réglementations qui peuvent être mises en place et qui peuvent être novatrices sur certains pans du continent. Donc voilà un petit peu les retours, les petits retours, je dirais pratiques ou retours d'expérience qu'on a pu voir dans certains dossiers ou sur certains projets sur lesquels on a pu effectivement travailler. Oui. Merci Jean. Alors simplement pour aller dans le sens et une remontée en fait de ce qu'on a vécu et de ce qu'on voit sur le terrain et notamment en RDC, où effectivement il y a je dirais des imprécisions au niveau des réglementations, voire une mauvaise conjugaison de réglementations internes et donc une multiplication d'autorités de régulation qui interviennent. Alors bien évidemment, Aristide et Jean l'ont signalé, on est vraiment à la frontière du télécom et des fois du FSI également. Et donc il y a différentes autorités de régulation qui peuvent être amenées à intervenir. On le voit, il peut y en avoir d'autres aussi, et il faut donc aller vérifier toutes les réglementations locales pour bien s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence avec d'autres réglementations que à proprement telco ou bancaire. Je prends un exemple, celui de la RDC. Vous avez en RDC une réglementation bancaire qui est établie avec une réglementation également des services de paiement, et ces deux réglementations sont du coup assez harmonisées l'une avec l'autre, et elles prévoient toutes les deux un rôle central de la Banque centrale du Congo dans l'encadrement des services de paiement. Donc par exemple, les systèmes, les émetteurs et les instruments de paiement sont soumis à la surveillance et au pouvoir réglementaire de la Banque centrale du Congo. De la même façon, nul ne peut mettre en place, opérer un système ou émettre des instruments de paiement sans un agrément de la Banque centrale du Congo. La réglementation prévoit également que les prestataires de services qu'on dit connexes, et notamment les agrégateurs, les éditeurs de logiciels, les gestionnaires de plateformes de e-commerce, sont eux aussi tenus d'obtenir l'autorisation préalable de la Banque centrale du Congo avant de venir établir un business en RDC. Donc ça, à ce stade, c'est raisonnablement clair. Mais à côté de ces réglementations, on voit une loi sur la sous-traitance qui est dite loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, et qui est animée par une autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Et cette autorité de régulation en RDC donne à la qualification de sous-traitant une définition extrêmement large qui englobe pratiquement, en tout cas c'est le souhait de l'autorité de régulation, qui englobe pratiquement tous les prestataires de services. Et l'autorité de régulation cherche à faire rentrer dans cette qualification de sous-traitant également des acteurs contractuels comme ces prestataires de services dits connexes et notamment les agrégateurs, avec des régimes juridiques distincts de ceux qui sont prévus par la loi bancaire, les systèmes de paiement, et un autre agrément. Donc là encore, il peut y avoir en local, du fait de l'imprécision de l'environnement et de la mauvaise harmonisation d'un certain nombre de lois internes, un conflit en termes d'autorité de régulation, de régime juridique, et tout ça mérite une grande attention. Voilà, donc je ponctue là parce que là le temps va vite, et qu'il existe également des enjeux importants à côté de ces questions juridiques en matière fiscale. Donc j'invite donc Julien Pelfy à continuer ce propos sur le terrain de la fiscalité.
Merci Yves. Oui, alors effectivement, la fiscalité, comme toujours, hein, c'est le nerf de la guerre. Parce que, donc, on a vu que pour profiter à plein des opportunités qui sont permises par l'économie numérique, il y a besoin de faire des investissements d'infrastructures et de politiques publiques. Donc ça coûte de l'argent public. Et dans le même temps, l'économie numérique, ça empêche l'État de prélever correctement les impôts parce que le système fiscal, et en particulier le système fiscal international, est mal adapté. Il a été conçu il y a très longtemps, à l'époque où les entreprises étaient beaucoup plus simples, et il est mal adapté au fonctionnement de l'économie numérique. Donc, ce que je voulais exposer là dans cette courte présentation, c'est d'abord de faire un panorama sur pourquoi le système fiscal international actuel est mal adapté à l'économie numérique, qu'est-ce qui coince, et ensuite vous faire une rapide présentation de ce qui est en train d'être discuté et qui va probablement être voté à la fin de l'année. Alors, je peux peut-être commencer par quelques exemples pour expliquer ce qui ne va pas avec le système fiscal actuel. En gros, le système de fiscalité internationale actuel, on peut se le représenter comme une règle de partage de gâteau. Le profit des multinationales, c'est à peu près 9 000 milliards de dollars par an. Et donc, c'est un gros gâteau. Et les règles de fiscalité internationale, elles déterminent comment est-ce que les États se partagent ce gâteau. Donc, vous avez les règles d'établissement stable qui déterminent quel pays a un droit à taxer, donc qui a droit à une part de gâteau. Et ensuite, vous avez le principe de pleine concurrence qui, pour l'essentiel, détermine la taille relative des différentes parts. Et ces deux systèmes donc, qui ont été conçus dans les années 20, ils sont mal adaptés au fonctionnement de l'économie numérique. Alors, quelques exemples permettent de comprendre pourquoi. Le plus frappant, c'est évidemment l'établissement stable. Donc, les règles classiques, elles vous disent qu'en gros, vous avez une présence taxable dans un pays quand vous y avez un établissement stable, c'est-à-dire pour l'essentiel, quand vous y avez une présence physique, une véritable activité qui a lieu dans... Bon, et l'économie numérique, les modèles de l'économie numérique permettent de faire du business dans un pays sans y avoir de présence physique et sans y avoir donc de présence taxable. Alors, un exemple classique, c'est celui des moteurs de recherche. Donc, l'idée, c'est que quand vous êtes un moteur de recherche, vous vendez des mots-clés. Donc, par exemple, si vous êtes un fabricant de chaussures, vous allez acheter le mot-clé chaussures. Et donc, quand quelqu'un va faire une recherche chaussures sur Internet, il tombera d'abord sur vous. Et donc, ça, c'est un marché c'est des milliers de milliards d'euros d'investissement publicitaire. La manière dont c'est structuré, c'est que si je prends l'exemple de l'Europe, il y a des cas publics, donc c'est des données publiques qui sont accessibles, mais la même chose est évidemment possible en Afrique. Et ben, vous avez une entité qui est localisée en Irlande et qui enregistre tout le chiffre d'affaires européen. C'est-à-dire quand vous avez une société française qui achète un mot-clé, et ben, cette société va passer un contrat avec la société irlandaise qui va reconnaître tout le chiffre d'affaires. Et en France, vous avez simplement une présence locale de gens qui vont aider les clients à choisir les meilleurs mots-clés. Donc vous dire, ouais, alors vous, plutôt qu'acheter chaussures, vous feriez mieux d'acheter, je sais pas, mocassin ou mocassin à gland, enfin, des trucs comme ça. Bon, et donc, cette activité d'agent marketing, elle est rémunérée avec un cost plus. Elle ne crée pas d'établissement stable de la société irlandaise en France, dans mon exemple. Et donc ça a été jugé à de nombreuses reprises parce que, en fait, il n'y a pas de conclusion de vente. Le travail de conseil, il crée pas c'est pas un acte de vente. Il n'y a pas de négociation du prix parce que le prix se fait autrement. Donc il n'y a pas d'établissement stable. Donc dans ce modèle-là, de manière complètement légale, tout le profit qui est issu de la vente des mots-clés, et c'est un profit qui est extrêmement important, est localisé là où vous enregistrez le chiffre d'affaires, donc ça peut être mis n'importe où, et il reste rien en France. Donc cet exemple est évidemment transposable à l'Afrique. Vous pouvez avoir l'entité qui possède les algorithmes et avec qui vous concluez les ventes qui est dans un pays et qui peut faire du business dans tous les autres pays sans qu'il y ait de présence taxable significative dans tous les autres pays. Et ça en toute légalité, c'est-à-dire en toute conformité avec les règles de droit fiscal international. L'autre exemple classique de ce point de vue-là, c'est les réseaux sociaux. Donc, alors c'est même encore plus fort parce que le modèle du réseau social, c'est que donc vous avez plein d'abonnés dans tous les pays d'Afrique, disons. Vous pouvez très bien ne pas du tout avoir de présence, même pas avoir d'entreprise ou même d'établissement stable dans chacun des pays, parce que vous n'avez pas besoin d'être présent dans un pays en particulier pour que vous ayez des habitants de ce pays qui créent des pages sur le réseau social.
Et donc, ce que le réseau social va faire, c'est que, par exemple, il va aller voir un annonceur, je sais pas, société qui fait des chaussures de sport, et il va leur dire, alors moi, j'ai des membres de mon réseau social partout en Afrique, et je sais exactement ce qui va me faire de la course. Donc, je vais pouvoir pousser des publicités ciblées de chaussures de sport pour le marathon à tous ces gens. Et évidemment, le prix de ces publicités ciblées est extrêmement élevé parce que précisément, c'est ciblé de manière très précise. Et tout le profit qui est lié à la vente de cette publicité va être localisé au siège ou dans l'entité de choix du réseau social. Et comme il n'y a aucune présence dans les pays, eh ben, il n'y a pas non plus de présence taxable. Alors même qu'on peut dire que le profit qui est tiré de la vente de la publicité ciblée vient des données personnelles qui ont été fournies par les membres du réseau social qui sont dans les différents pays. Donc, ces deux exemples qui sont tout à fait concrets, qui correspondent à des sociétés qui existent, qui sont en opération, et qui montrent qu'en fait, vous n'avez pas il est très possible pour ces sociétés d'opérer dans des pays ou de tirer un bénéfice d'une présence numérique dans un pays sans y avoir de présence taxable. Et donc, Julien, ces règles que tu as présentées, qui sont un peu les règles historiques, qui semblent être peut-être obsolètes pour l'économie numérique, est-ce que l'objectif donc de ce qu'on appelle le pilier 1, c'est pas de résoudre justement ce problème d'absence de taxation dans les pays de consommation, en fait? Si, c'est exactement ça. En fait, le mécanisme que je viens de décrire, il a pris une telle ampleur qu'il y a un certain nombre de pays de l'OCDE qui ont fini par s'émouvoir du manque de recettes fiscales que ça représentait pour eux et qui ont mandaté l'OCDE pour proposer une réforme du système fiscal qui leur permette de taxer davantage. Alors, au départ, la logique de la réforme, c'était de créer ce qu'on appelait un établissement stable numérique. Donc, de dire, les règles de présence taxable, elles datent des années 20. Aujourd'hui, vous devriez avoir une présence taxable dans un pays si vous y avez une présence numérique significative, pas la peine d'avoir une présence physique. Bon, donc ça, c'était la première idée de l'OCDE. C'est une idée qui a été censurée par les États-Unis, puisque les grandes sociétés du numérique sont pour l'essentiel américaines, et les États-Unis, qui ont une voix très importante à l'OCDE, ne souhaitaient pas qu'une réglementation soit conçue spécifiquement, qui touche spécifiquement les grands champions numériques américains. Donc, ce qui a été mis en œuvre, c'est quelque chose de beaucoup plus large, donc qui englobe l'intégralité de l'économie, ou quasiment, donc qu'on appelle le pilier 1, et qui vise effectivement à changer ces règles historiques que j'ai évoquées de l'établissement stable et du principe de pleine concurrence, et donc, en gros, c'est de changer les règles de partage du gâteau. Alors, les nouvelles règles de partage, donc c'est ça qu'on appelle le pilier 1. Le pilier 1, c'est de décider de nouvelles règles de partage de gâteau qui, en substance, donnent une plus grosse part du gâteau aux États de consommation. Alors, plus précisément, dans le pilier 1, il y a trois éléments importants de réglementation. Il y a des nouveaux droits à taxation. Donc, avant, il fallait une présence taxable, un établissement stable il fallait une présence physique ou un établissement stable pour avoir une présence taxable. Demain, il suffit de dépasser un certain nombre de chiffres d'affaires dans un pays et vous y avez automatiquement une présence taxable. Et par ailleurs, le profit ou donc la base taxable dans ce pays sera plus déterminée sur la base du principe de pleine concurrence, mais avec une règle un petit peu complexe d'allocation que je vais vous expliquer dans un instant. Donc ça, c'est l'essentiel de la réglementation, c'est des nouveaux droits à taxation. Alors aujourd'hui, ça ne concerne que les plus grandes multinationales, donc ça concerne que les multinationales qui font plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 10% de profit. Donc c'est en gros, je ne sais pas, peut-être quelques centaines de multinationales dans le monde. Mais à terme, il est prévu de baisser les seuils pour que ça englobe de plus en plus d'entreprises. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le montant A. Le deuxième élément de la réglementation, montant B, prévoit une rémunération standard pour les activités de distribution et de marketing de routine. Donc, c'est l'objet de très nombreux contentieux, et notamment en Afrique, parce qu'on a du mal à trouver des comparables. Donc, à chaque fois, quand vous avez une activité de distribution dans un pays, on ne sait pas s'il faut 2%, 5%, etc. Bon, le montant B prévoit un seuil, une espèce de safe harbor qui veut dire, voilà, pour les activités de distribution de routine, c'est X%.
Et enfin, il y a un troisième volet qui concerne la sécurité fiscale. Évidemment, le montant A, il prévoit une réallocation complète des droits à taxer par rapport à avant. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut donner de la sécurité juridique aux entreprises pour éviter d'être taxées de manière multiple. Et donc, le pilier 1, il prévoit la mise en œuvre d'un arbitrage obligatoire, c'est-à-dire d'un mécanisme de résolution des différends qui s'impose aux États, de telle manière qu'on soit sûr que les entreprises ne soient pas taxées de multiples fois si vous avez un pays qui décide d'appliquer les anciennes règles et un autre pays qui décide d'appliquer les nouvelles règles. Donc, ce sont les trois aspects de cette réforme du pilier 1 qui visent à corriger les problématiques posées par l'économie numérique. Alors, peut-être juste un point sur la manière dont le montant A fonctionne, parce que c'est assez compliqué. Donc, le montant A, donc le nouveau droit à taxer, fonctionne de la manière suivante. Vous allez partir du résultat consolidé du groupe, donc en norme IFRS le plus souvent, mais donc conso monde entier. Et donc, on considère que, alors ça, c'est les têtes pensantes de l'OCDE, considèrent que le profit consolidé, jusqu'à 10% de profit, c'est normal. Tout le profit qui est au-dessus de 10%, c'est du super profit. Et donc, une partie de ce super profit va être réallouée aux états de consommation. Alors, il va être réalloué de la manière suivante. Donc, disons que, je sais pas, vous avez une entreprise qui a 200 de profit au niveau consolidé. Et donc, sur ces 200 de profit, il y en a 100 qui correspondent au profit normal et 100 au profit exceptionnel. Ce 100 de profit exceptionnel, on va dire qu'il y en a 25%, donc 25, qui correspond à la présence dans des marchés, donc qui doit être réattribué au marché. Et ce 25 de surprofit, on va le réattribuer au marché au prorata du chiffre d'affaires. Donc, si vous avez, je ne sais pas si au Congo, vous faites 10% du chiffre d'affaires mondial de la société, eh ben, on va réallouer 10% de ces 25, soit 2,5 de base taxable au Congo. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous le dis là très rapidement. En fait, le blueprint de la réglementation, il fait à peu près 350 pages. C'est probablement le texte de droit fiscal le plus compliqué que j'ai vu de ma vie. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés de mise en œuvre. Mais en tout cas, d'un point de vue conceptuel, ça fonctionne de cette manière. Et Julien, donc on a compris le pilier 1 avec notamment ce montant A et le principe donc de réaffecter du profit aux états de consommation. Mais in fine, est-ce que la mise en place de ce pilier 1 va profiter à l'Afrique? Est-ce qu'on a des simulations en fait? Oui, c'est une très bonne question évidemment parce que dans le cadre de la production du texte, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites parce qu'on s'est posé la question de savoir d'abord. Enfin, le texte, il est pour qu'il soit mis en œuvre, il faut qu'il y ait un accord le plus large possible. Donc aujourd'hui, il y a 140 pays qui sont à peu près d'accord pour signer le texte. Mais donc pour chacun de ces pays, c'était important de savoir si ça allait, s'ils allaient en bénéficier ou si au contraire ils allaient perdre de l'argent, parce qu'évidemment d'un point de vue politique, c'était important pour eux de savoir ça avant de signer. Alors malheureusement, c'est extrêmement complexe de faire des simulations de ce genre pour des raisons techniques qui sont liées à la manière dont pour des raisons d'accessibilité des données qui sont souvent un peu lacunaires et aussi pour des raisons fondamentales qui sont que c'est très difficile de mettre dans un modèle économétrique la manière dont les entreprises vont réagir. Parce que les entreprises ont toujours des comportements stratégiques par rapport à un changement de réglementation. Vous savez, si tout d'un coup vous dites on va faire une taxe sur les camions, eh ben, les gens vont accrocher des remorques à leur voiture et dire ah non, c'est pas un camion, c'est une voiture avec une grosse remorque. Et donc ce type de comportement-là, et c'est sûr que on va observer aussi des comportements stratégiques avec pilier 1, ils sont très difficiles à mettre en œuvre, et donc c'est très difficile à modéliser, donc c'est difficile de savoir exactement l'effet sur l'économie. Mais il y a eu très récemment, donc après que beaucoup d'États aient signé malheureusement, une analyse assez sérieuse de Michael Devreux, qui est professeur d'économie à Oxford, et qui a essayé de simuler la façon, enfin, qui allait gagner et qui allait perdre avec pilier 1. Les conclusions de son étude, c'est que les États-Unis vont être les grands gagnants, très, très nettement. C'est à peu près le seul pays qui va gagner de l'argent avec pilier 1. Et les pays en développement, et notamment les pays d'Afrique, c'est à peu près rien.
Alors, c'est une conclusion qui est sévère, hein, mais selon les hypothèses, et donc il faut prendre avec peut-être un grain de sel, parce qu'encore, il y a une forme d'incertitude, mais ce qui apparaît de l'analyse, c'est que le gain fiscal brut, il est probablement très faible, positif, mais très faible. Par contre, il va y avoir un coût de conformité très important parce que c'est hyper compliqué de mettre en œuvre ces politiques-là. Et donc, si vous prenez en compte le gain fiscal faible et les surcoûts de conformité, pour beaucoup de pays d'Afrique, c'est break-even, voire un peu négatif. Donc, c'est pas une réglementation. C'est une réglementation, si vous voulez, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. C'est un peu self-serving, quoi. C'est-à-dire que les pays qui ont poussé le plus cette réglementation, ce sont les pays riches, parce que c'est les pays qui ont un gros parc de consommation, et c'est eux qui vont essentiellement bénéficier des nouveaux droits à taxer. Les pays en développement, et notamment les pays d'Afrique, dans la manière dont c'est rédigé aujourd'hui, on peut à gagner avec pilier 1, ce qui est évidemment très problématique. Et donc, du coup, si l'Afrique n'a rien à y gagner, comme tu le soulignes, quelle a été en fait leur position pendant les négociations avec l'OCDE? Est-ce qu'ils ont été pour ou contre la réforme? Est-ce qu'il y a des sujets qui ont émergé ou des points d'attention sur lesquels peut-être que les pays d'Afrique ont un peu plus poussé? Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'AFTA est partie prenante des négociations à l'OCDE. Alors parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'organisation mondiale de la fiscalité qui aurait le droit d'imposer des règles aux différents États. Ce que fait l'OCDE, c'est de la soft law, c'est un cadre de droit un peu mou qui ensuite doit être retranscrit en droit positif national par les différents États. Et donc, c'est pour ça que la seule solution pour que ça marche, c'est qu'il y a un très large consensus et donc il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Les pays de l'AFTA, évidemment, étaient soucieux des caractéristiques particulières de l'économie africaine et donc ont réussi à pousser un certain nombre d'idées qu'on retrouve aujourd'hui dans les blueprints de l'OCDE. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une action de l'AFTA qui était sensible. Bon, d'abord, le carve-out des industries extractives, c'est-à-dire que les industries extractives étaient au départ prises en compte dans le périmètre d'application de pilier 1. Elles sont aujourd'hui exclues. Ça, c'est l'action de l'AFTA. Il y a le seuil de présence taxable a aussi été modifié, c'est-à-dire qu'au départ, donc je vous ai dit, on a maintenant, avec pilier 1, on aura une présence taxable dans un pays dès qu'on dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires dans ce pays. Le seuil était fixé à 1 million d'euros de manière forfaitaire dans le blueprint. L'AFTA a obtenu que pour les pays dont le PIB est inférieur à 40 milliards de dollars, le seuil soit baissé à 250 000 euros. Et donc, évidemment, ça a un très gros impact parce que ça veut dire vous aurez plus de réallocation vers beaucoup de pays africains. Et enfin, peut-être plus généralement, au-delà du montant A, l'AFTA a beaucoup soutenu l'usage du montant B, donc c'est-à-dire le safe harbor pour la rémunération des activités de distribution. Ça, c'est peut-être pas un effet important en termes de réallocation des droits à taxer, mais je pense que tous les gens qui font de la fiscalité en Afrique le savent, avec les prix de transfert, comme vous n'avez pas de comparable avec des bases de données africaines qui soient vraiment complètes, eh ben, c'est toujours très difficile de fixer le niveau de rémunération de la distribution. Donc là, mettre dans les textes un niveau normatif, bon, on peut dire c'est trop bas ou c'est trop haut, mais en tout cas, ça devrait beaucoup faciliter le règlement de différends sur ce genre de sujet. Et le dernier point, peut-être sur lequel l'AFTA s'est prononcé et qui reste encore à trancher, c'est il y a une opposition forte de l'AFTA à la mise en œuvre d'une clause d'arbitrage obligatoire. Et ça, c'est un peu un clash, c'est un peu une position dure parce que il y a beaucoup de pays de l'OCDE, disons de pays du G7, pour qui c'est essentiel de s'assurer qu'il n'y aura pas de double taxation. Le seul moyen de le faire, c'est donc d'imposer un cadre obligatoire aux États. Et il y a beaucoup d'États africains qui ne veulent pas de ça, pour des raisons qu'on comprend assez naturellement. Donc, oui, l'AFTA a eu un rôle très significatif dans la modification du blueprint de l'OCDE, évidemment dans le sens des intérêts africains, ce qui est complètement logique. Merci Julien pour ce panorama des enjeux, en tout cas en fiscalité directe, je dirais. On va tout de suite passer avec Sandrine sur les sujets de fiscalité indirecte et peut-être Sandrine déjà aborder le premier point avec la discussion qu'on vient d'avoir avec Julien, on a l'impression que les enjeux sont
importants pour les États, en tout cas pour ce qui concerne la fiscalité directe. Est-ce que c'est un peu la même chose sur la fiscalité indirecte? Oui, bien sûr. Effectivement, comme évoqué par Julien, la numérisation, la digitalisation de l'économie a transformé largement les circuits, que ce soit de consommation et de vente de biens et de services. Donc, les États se retrouvent avec des enjeux, notamment en termes de recettes fiscales, puisque on a des transactions qui sont difficilement captables, notamment sur les prestations de services, autant sur sur les biens, on a un franchissement et on arrive à les identifier. Autant sur les services, on se rend compte qu'il peut être difficile d'identifier ces achats qui sont opérés par des consommateurs. Aussi le fait qu'on a vu l'explosion, non pas uniquement des transactions business to consumer, de règles. On a également un impact sur la concurrence. En effet, dans les entreprises, et on se retrouve avec des plateformes en ligne qui opèrent une véritable concurrence déloyale, qu'on peut juger comme déloyale aux opérateurs locaux, car ne facturant pas notamment la TVA à ses clients de ce pays-là. Et la numérisation pose également la question de comment collecter efficacement l'impôt en l'absence, comme évoqué par Julien, de présence physique sur le territoire de l'État concerné. Et donc, quelle est l'approche qui a été adoptée par les pays en Afrique? Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que en attendant cette finalisation et de ce cadre inclusif qui a été évoqué par le CDE, un certain nombre de pays ont pris la voie d'imposer ces transactions, notamment la TVA. Toutefois, on reste en présence aujourd'hui de pays avec des maturités différentes, mais en effet, comme évoqué, la plupart des législations dans la matière ont été rédigées avant que l'économie digitale numérique ait un tel poids. Donc, on a ceux qui n'ont pas aujourd'hui de mesures spécifiques, qui n'ont pas de corpus législatif spécifique et qui n'évoquent donc pas la taxation des revenus résultant de cette économie-là. C'est le cas, par exemple, du Bénin-Mali, mais on sait qu'il y a clairement des réflexions en cours, c'est clairement des sujets qui sont aujourd'hui appréhendés par les administrations et que des élaborations de dispositifs sont en cours dans ces pays-là. On a ceux dont la législation prévoit donc la taxation des prestataires notamment de services numériques. Et donc, dans ces cas-là, il est généralement prévu que lorsque de tels services sont rendus par des prestataires étrangers à des résidents du pays, la TVA s'applique et elle est due notamment par un fournisseur étranger qui est chargé de la collecter. C'est le cas, comme on voit notamment en Afrique du Sud, qui a été l'une des premières législations à introduire ce dispositif depuis 2014, qui a été récemment modernisé également pour élargir son scope. On a également le Nigeria, la RDC, la République démocratique du Congo, et l'Égypte ou encore le Maroc qui prévoient de tels dispositifs. Dans ce cas-là, alors, il est généralement prévu l'obligation pour l'opérateur de s'enregistrer ou de désigner un représentant légal afin de pouvoir opérer. Et on a ceux qui, souhaitant effectivement, notamment s'arrimer aux recommandations qui ont pu être faites par les instances internationales, ont introduit des dispositifs beaucoup plus précis qui visent à associer donc, les plateformes numériques, notamment à ce process de collecte et de paiement de la TVA auprès des consommateurs dans leur État. Pourquoi ? Parce que donc, généralement, la plateforme est vue comme une sorte de magasin qui constitue le point de contact entre le fournisseur de biens, de services et le consommateur final, et disposant en principe des informations les plus précises sur ces deux opérateurs amenés à interagir par son intermédiaire. C'est également donc une voie de collecte efficace pour les États, leur permettant ainsi d'alléger leurs charges et leurs coûts administratifs qui seraient liés à la collecte de l'impôt. Et donc, on retrouve des dispositifs, un certain nombre de dispositifs où la plateforme est non seulement en charge de la facturation, de la collecte et du reversement de la TVA sur les transactions qui sont réalisées par son intermédiaire.
C'est le cas notamment, on trouve au Cameroun et au Gabon. Puis 2021, la loi de finances a introduit un tel dispositif également au Togo. Et justement, est-ce que tu peux un peu détailler cette spécificité, je dirais, du dispositif camerounais qui est applicable aux plateformes de commerce électronique? Oui, effectivement, depuis le 1er janvier 2020, avec la loi de finances, donc le commerce en ligne avec les résidents camerounais soumis à la TVA au Cameroun, il s'applique aux opérateurs du commerce électronique qui opèrent par l'intermédiaire d'une plateforme. On note que la notion de plateforme reste assez large, conformément aux recommandations qui ont pu être faites par l'OCDE, afin de prendre en compte un large champ de situation et aussi d'anticiper éventuellement les évolutions technologiques du secteur. Donc, cette dernière a été globalement définie comme l'outil digital qui permet de mettre en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien ou la fourniture d'un service. Et la plateforme pouvant être donc exploitée soit en local, soit à l'étranger. Aussi bien par un opérateur qui met en relation le fournisseur et les clients, mais peut-être également dans le cadre de la distribution de ses propres produits. Ainsi, rentrent dans le champ de ces opérations-là toutes les prestations de toute nature. C'est vraiment très large, ainsi que les ventes de biens, dès lors qu'elles sont opérées donc, au bénéfice d'un preneur, d'un client qui est localisé au Cameroun. Dans le cadre de la circulaire, et des textes d'application, ce qui a été prévu en la matière, c'est que notamment les ventes effectuées via des plateformes locales, la TVA sur la transaction principale reste collectée par le fournisseur du bien de service et reversée auprès de son centre des impôts. Cela laisse présager qu'on est sur des opérateurs, des fournisseurs locaux. Et l'opérateur de la plateforme, lui, se contente de collecter, de payer la TVA sur les commissions. En revanche, pour les plateformes étrangères, là, il y a une réelle obligation de liquider, de collecter la TVA, aussi bien donc sur la transaction principale, avec comme spécificité pour les biens matériels que la TVA est collectée au moment du passage du cordon douanier par les services des douanes. Et en cas de biens immatériels, c'est bien l'opérateur de la plateforme qui est tenu d'opérer cette opération de collecte et de reversement. Toutefois, un dispositif peut-être qui pose, dont on commence à entrevoir peut-être ses premières limites lorsque le paiement de la transaction principale ne transite pas via la plateforme. Peut se poser des sujets de complexité de collecte sur ces opérations-là. Et à cela, donc, est associée une obligation d'immatriculation pour l'opérateur étranger, une obligation de déclaration, et avec des mesures et des sanctions qui sont prévues, notamment au Cameroun, contrairement à certains autres pays qui n'ont pas forcément ce type de dispositif, puisque là, il est prévu que l'administration a la possibilité de suspendre l'accès à la plateforme sur le territoire camerounais. Il y a un véritable contrainte qui est prévue par les textes afin d'obliger ces opérateurs à se mettre en conformité avec les dispositions locales. Et donc, Sandrine, on a abordé le point de cette fiscalité indirecte, et notamment en insistant sur la TVA. Peut-être un dernier point sur les droits de douane et les droits d'assises. Est-ce qu'on a des développements ou des évolutions qui peuvent être un peu similaires à ce qu'on a vu sur la fiscalité, enfin sur la TVA en Afrique, qui couvriraient notamment le droit de douane ou qui régulerait les droits de douane et droits d'assises sur ce commerce électronique ou digital? Bien sûr, effectivement, c'est le même. Enfin, alors c'est un mouvement que l'on observe toujours motivé. C'est par une recherche d'élargissement de l'assiette fiscale. En matière de droits de douane, notamment sur les achats, ventes de biens, comme on l'a vu, le régime, on va dire, de droit commun reste applicable, avec peut-être la problématique, la question pour certains États qui prévoyaient des franchises de droits de douane pour les biens de faible valeur, qui réfléchissent peut-être à revisiter ces dispositifs-là, compte tenu de l'explosion du commerce. Autre enjeu
réside également en matière on peut dire, de télécommunication et tout ce qui est matériel et bien indispensable à l'utilisation et à l'obtention de telles prestations de services. Enfin, ce que l'on peut noter, c'est que bien souvent, on a des droits de douane qui sont donc applicables notamment sur les appareils mobiles, sur les ordinateurs, et qui sont généralement les taux les plus élevés qui s'appliquent. Et on observe effectivement un mouvement visant à imposer de plus en plus ces appareils-là. En matière de prestations de services, la tendance que l'on peut observer dans quelques pays, c'est de vouloir appliquer des droits de douane sur les coûts d'acquisition de logiciels, notamment lorsqu'ils sont indispensables au fonctionnement d'un matériel ou d'une machine. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui au Bénin. On peut également évoquer dans ce sens le cas du Cameroun qui est un peu spécifique et qui, donc avec cet objectif constant d'élargir sa base fiscale, prévoit des droits de douane qui sont applicables au téléchargement de logiciels sur des tablettes, sur des téléphones, qui prévoit des droits de douane sur les logiciels qui sont transmis par des supports, les logiciels téléchargés également, et ainsi que des droits de douane sur les licences, les mises à jour ou les droits d'usage. En matière de droits d'assises également, on peut noter des points. C'est pour aussi les États des sources de revenus, puisque ces droits qui sont généralement appliqués sur des biens considérés comme, on va dire, de luxe, qui présentent des externalités négatives, ou dernièrement pour promouvoir la consommation de produits locaux, on note que certaines juridictions les étendent à ces prestations de services rendues par voie numérique, et notamment dans le secteur de mobile money et de transfert d'argent. Donc, ce que l'on peut noter à titre d'exemple, c'est le Cameroun qui a élargi le champ d'application à certains produits. C'est le cas notamment des programmes audiovisuels numériques, où un droit d'assise qui est liquidé au taux de 12,5%, assis sur le chiffre d'affaires des entreprises de distribution de programmes. Et en matière de télécommunications, on peut noter également que le Kenya prévoit depuis 2018 un droit d'assise sur non seulement les achats de communications téléphoniques, mais sur l'achat de data également, aujourd'hui, qui est de l'ordre de 15%. Donc, on a véritablement une réflexion des États, un mouvement des États qui, en vue d'introduire des mesures d'élargissement de l'assiette et de tirer également parti de ces opportunités qu'offre cette économie numérique, et prévoit de plus en plus de dispositifs en matière d'imposition indirecte, avec peut-être une attention particulière dans ces derniers cas, dans ces secteurs-là, de ne pas de ne pas avoir des dispositifs qui s'effectuent au détriment, on va dire, des consommateurs ayant les revenus les plus faibles et sur qui ces impositions sont généralement répercutées. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup, c'est très clair. Je souhaiterais également maintenant aborder avec Sofiane El Abdi, qui est donc notre associé Risk Advisory, la question de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Avec peut-être, Sofiane, déjà une première question qui paraît simple, mais qui me semble fondamentale, qui est quel lien entre la digitalisation et la cybersécurité ? Sofiane, tu es en mute. Sofiane, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux te démuter ? Allô ? Oui, ça y est, on t'entend. Merci Sofiane. Problème technique. Donc je disais merci à tous. Donc je tiens d'abord à saluer l'audience, ainsi que toutes les personnes qui ont l'opportunité de suivre ce webinaire. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous notre analyse de la digitalisation de l'Afrique, sous le prisme de la cybersécurité et de la protection de la donnée personnelle. Donc, le lien entre cyber et digitalisation, en fait, il est extrêmement fort. Je vais utiliser un exemple qui a été évoqué durant ce webinaire. C'est le passage de plusieurs pays africains depuis les transactions en espèces au paiement mobile. Donc, bien évidemment, il viendrait à l'idée de personne d'effectuer des paiements mobiles sans que ceci soit sécurisé.
Mais malheureusement, dans toutes ces initiatives de digitalisation, la cybersécurité et la protection des données personnelles sont des parents pauvres. Et pourquoi? Pour diverses raisons, comme par exemple la faiblesse des infrastructures existantes sur le continent. On trouve très peu, par exemple, de data centers, d'infrastructures qui soient aux normes internationales sur le continent, ou encore on va avoir très peu de sensibilisation des responsables, des dirigeants et même des usagers quant au risque de cybersécurité qui expose toute initiative de digitalisation. Donc on considère vraiment que la cybersécurité, c'est l'essence même de toute transformation digitale. Déjà, peut-être revenir un peu sur le mot cybersécurité, qui est un néologisme et qui vise en soi à sécuriser l'ensemble des actifs et des ressources essentielles qui supportent la digitalisation. Donc j'en ai donné un exemple, par exemple, ce qui concerne les infrastructures techniques, ce qui concerne les systèmes, ce qui concerne les serveurs, qui vont permettre d'actionner et de supporter l'ensemble des processus que l'on cherche à digitaliser et d'explorer de ces nouveaux usages digitaux. Donc la cybersécurité, elle va viser finalement à protéger ces usages digitaux selon 3 axes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est assurer la confidentialité des échanges. Le deuxième, c'est en assurer l'intégrité. Et enfin, le troisième, c'est d'assurer la disponibilité de l'information. Ainsi, avec ces 3 principes fondamentaux, la cybersécurité va permettre finalement d'établir un climat de confiance numérique qui est nécessaire à l'ensemble des parties prenantes dans un monde qui est encore et toujours hyper connecté. Et dans cette hyperconnexion du monde, on va assister à une émergence de la création de la donnée qui sont créées en continu, qui sont créées partout et par tous, et qui se multiplient de manière exponentielle. Donc, on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans nos échanges, il n'y a vraiment pas de frontières quand il s'agit de digital, et donc cela expose davantage les organisations. Quelques petits chiffres peut-être pour se rendre compte de la quantité et du volume de données dont on parle. On pense que d'ici 2025, on atteindra plus de 463 milliards de gigabits de données, selon une étude Inside Big Data. Et quelque chose de plus concret encore, il suffit de prendre l'application WhatsApp que l'on connaît tous, et on estime que sur 1 minute seulement, il y a plus de 42 millions de messages qui sont envoyés, ce qui finalement génère un trafic de la donnée qui est absolument énorme. Donc, de manière générale, le monde du digital double de taille tous les 2 ans, et on a parlé des échanges classiques entre les entreprises et les données de type professionnel que l'on peut avoir via l'échange d'emails, par exemple. Mais les échanges de données entre systèmes, entre machines, notamment avec l'avènement de l'Internet des objets, l'IoT, par exemple, est encore 50 fois plus grand que les données de type classique. Donc, on comprend bien qu'avec ce constat et avec ces chiffres, les données deviennent le bien le plus négocié. Et par conséquent, il est vraiment crucial de disposer du classique triptyque de processus, talents et solutions technologiques en cybersécurité qui permettent de protéger cet afflux massif de données qui va supporter toute digitalisation, sans quoi les organisations se rendent complètement vulnérables aux cyberattaques. Merci Sofiane. Les principaux risques cyber auxquels les organisations digitales sont exposées, c'est lesquels? Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot? Alors oui, tout à fait. En termes de risques cyber, cela va dépendre de plusieurs facteurs, et ils sont vraiment multiples. Donc, ce que l'on essaye de faire, et ce sur quoi on accompagne nos clients sur ce sujet-là en Afrique, c'est d'abord d'adresser 3 sujets qui sont fondamentaux pour l'évaluation des risques cyber, qui sont premièrement l'état de la menace. C'est une information importante à prendre en compte et qui va permettre d'évaluer le niveau de risque, parce que celui-ci peut être totalement indépendant de l'organisation.
Je vais prendre un premier exemple. Un pays qui est situé dans une zone stratégique ou avec un agenda politique particulier sera davantage ciblé par des attaquants qu'un pays sur lequel il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Je vais donner une illustration, mais qui va être cette fois-ci en dehors de l'Afrique, mais qui a été très marquant. On se rappelle tous de la campagne des présidentielles aux États-Unis, où la boîte email d'Hillary Clinton a fini par être attaquée et divulguée, et ce qui a mis en péril sa candidature. Donc on voit que les attaques peuvent aussi amener à une déstabilisation politique. Le deuxième point sur lequel on a un intérêt particulier à étudier, c'est la surface d'attaque. Donc, avec l'avènement et la prolifération des données qu'on a évoquées juste avant, et la multiplication des échanges, bien évidemment, on a davantage de chances de se faire attaquer, simplement parce que la surface d'attaque est plus grande. À cela va s'ajouter l'épisode que l'on a vécu malheureusement ces 2 dernières années avec la pandémie de la Covid, qui a finalement amené l'ensemble des organisations à ouvrir davantage leur système pour faciliter les échanges et pour faciliter également le télétravail, par exemple. Et donc, avec des réseaux de plus en plus ouverts, des accès qui ne sont pas aussi contrôlés ou sécurisés que le réseau d'entreprise. Très simplement, de chez vous, maintenant, vous pouvez vous connecter à votre environnement de travail ou d'un café via le Wi-Fi du café, amène encore de nouveaux risques qui sont incontrôlables et incontrôlés par l'entreprise. Enfin, le dernier point qu'il faut adresser quand on évalue les risques cyber et pour essayer de les qualifier, il s'agit du profil des attaquants. Donc, en même temps que l'Afrique se digitalise, il ne faut pas oublier que les attaquants, eux, se professionnalisent. Ainsi, le profil des attaquants a beaucoup évolué. Les organisations cybercriminelles n'ont vraiment plus rien à voir avec l'image archaïque que l'on a des brouteurs ivoiriens ou des Yahoo Boys nigérians des années 2000, qui sont principalement les auteurs d'attaques et d'arnaques au sentiment ou de petits rançonnages sur Internet. Donc, ça existe toujours. Hein. Par exemple, en France, on estime à plus de 200 000 plaintes liées à ce type d'attaque, mais ça reste marginal. Aujourd'hui, les attaques sont faites vraiment d'individus qui sont davantage rodés et même d'entités organisées. Donc, le profil d'attaquant ayant évolué à partir finalement de l'étudiant qui s'amuse chez lui, qui est tout seul et qui va essayer de pénétrer et de s'introduire dans un site Internet pour prouver qu'il a réussi à le faire. On est passé dans une deuxième phase où finalement les attaquants se sont organisés autour de groupes d'attaquants qui sont publics et qui vont utiliser des outils davantage sophistiqués. Ils vont pouvoir travailler sur des sujets d'espionnage et ils vont cibler leurs victimes principalement en se basant sur la géographie ou l'idéologie politique. Et enfin, maintenant, on a vraiment des réseaux d'attaquants qui sont organisés comme une entreprise, finalement, une entreprise internationale, qui vont mettre en commun leurs forces et leurs moyens, puisque attaquer, ça coûte aussi de l'argent, ce n'est pas gratuit. Et ces réseaux de cybercriminels vont vraiment agir à l'échelle mondiale et mettre en commun l'ensemble des ressources pour atteindre leurs fins. Donc, quelques petits chiffres également pour se rendre compte de l'ampleur. On estime que toutes les 11 secondes, les entreprises sont victimes d'une attaque ransomware en 2021. À titre de comparaison, en 2016, on était à 40 secondes. Vous voyez que ce chiffre a fortement évolué. Oui, Sofiane, c'est impressionnant ces chiffres, effectivement, et on comprend bien qu'on est dans une logique de confrontation avec des systèmes d'attaque et des systèmes défensifs. Justement, sur le système défensif, est-ce que tu peux, en quelques mots, avant d'aborder la session de Q&A, peut-être nous dire quelles sont les initiatives qui encadrent plus particulièrement la protection des données personnelles sur les zones Afrique? Oui, bien évidemment. Donc, l'ensemble de ces attaques, bien évidemment, ont amené les organisations et les États à mettre en place des dispositifs de défense pour contrer les cyberattaquants. Néanmoins, c'est des actions et des initiatives qui prennent un certain temps, compte tenu de l'évolution rapide des typologies d'attaques.
Donc, très particulièrement sur la partie données à caractère personnel en Afrique, on a eu une très belle initiative qui a été lancée en 2014 par l'Union africaine qui concerne la Convention de Malabo. Elle a été signée le 27 juin 2014 et c'est vraiment une innovation majeure de la stratégie de lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Elle retient une approche très large de la cybersécurité qui implique la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et l'encadrement des transactions électroniques. Donc la Convention de l'UA, elle a vraiment la particularité d'intégrer l'approche de cybersécurité dans la stratégie de lutte qui implique aussi la promotion de la culture, donc la sensibilisation des usagers, l'élaboration de politiques nationales de cybersécurité qui sont apparues au fil des années, notamment au Sénégal, au Maroc, dans plusieurs pays d'Afrique, et également la sensibilisation des populations ainsi que la formation des acteurs. L'accent qui est mis dans cette convention était aussi de pouvoir disposer de talents, d'équipes, d'expertise qui puissent répondre à ces enjeux-là. Cependant, cette initiative qui est vraiment une grande étape dans la lutte contre la cybercriminalité s'adresse à plus de 55 pays en Afrique. Et 7 ans après, donc en 2021, seuls 18 pays l'ont signé et 9 l'ont ratifié, ce qui reste vraiment très faible. En fait, plusieurs pays ont progressé avec l'instauration de lois locales sur les données personnelles. On peut noter la 0908 au Maroc, ainsi que d'autres dans d'autres pays. Mais elles restent confrontées à plusieurs problématiques pour pouvoir ratifier cette convention et instaurer l'ensemble des mesures de défense nécessaires pour lutter contre cette cybercriminalité. Donc, finalement, la digitalisation est par nature non limitée à certaines frontières. Et donc, c'est une bonne base de partir de cette convention de Malabo, mais ça reste insuffisant. Et les principaux acteurs du digital doivent vraiment répondre à l'enjeu du respect de ces lois dans chacun des pays, ce qui reste complexe, puisque ces lois peuvent différer, elles n'ont pas de dénominateur encore commun entre elles. Mais l'approche que l'on constate, en tout cas quand on accompagne nos clients, c'est d'essayer vraiment de s'adosser à celle qui sera la plus contraignante afin de répondre aux enjeux de manière la plus large possible. Merci beaucoup, c'est un bon réflexe, un bon conseil. Merci Sofiane. Merci pour cette présentation. Alors, à tous, je vous prie de m'excuser, on a un tout petit peu débordé sur le temps, mais je vous propose quand même d'aborder une petite session de Q&A. Donc, si jamais les uns et les autres, vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez un petit onglet en bas de la plateforme qui vous permet de le faire. J'ai moi déjà relevé un certain nombre de questions qui ont été posées par nos participants. Il y a une question pour toi, Aristide. Je te vois apparaître sur l'écran, donc c'est très bien. Il y a une question pour toi. Quels sont les pays, au pluriel, les pays ou les régions d'ailleurs, les plus avancés en Afrique en matière de réglementation des services financiers digitaux? Oui. Alors, sans surprise, on va avoir les pays d'Afrique anglophone qui, par le fait d'être en avance sur ces services financiers, ont dû commencer à se poser les questions avant les autres régulateurs. Donc, on va voir effectivement le Kenya, qui est souvent cité en exemple. On a également le Nigeria. Alors, le Nigeria, c'est un peu à double tranchant. Ils sont extrêmement, la CBN, Central Bank of Nigeria, extrêmement proactive, effectivement, pour pousser un cadre réglementaire, mais elle est très, très imprévisible. Voilà. Donc, avec des décisions parfois étonnantes, mais voilà, elle bouge. Après, dans les zones francophones, on a la chance effectivement d'avoir déjà des unions monétaires avec des banques centrales qui s'organisent, qui sont bien structurées. Et on a notamment la Banque centrale de la BCAO qui vient de mettre en place une task force fintech, par exemple. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'inspire de ce qu'a mis en place, par exemple, la CPR, et ça va dans le bon sens. Voilà. Donc, voilà quelques exemples. Merci Aristide. Et alors reste là avec nous parce que je crois qu'il y a une autre question qui t'est adressée à laquelle tu vas pouvoir également répondre. Oui.
Quel est l'impact de l'absence de règlement ou de directive en matière de réglementation au niveau panafricain sur le développement des services financiers digitaux? Est-ce que tu peux nous préciser peut-être cet impact-là? Oui, alors, c'est fondamental. Le cadre réglementaire peut être un frein ou un accélérateur. On l'a bien vu en Europe. J'aime bien prendre l'exemple puisque c'est assez concret. Avec DSP, donc la directive des services de paiement, on a vu vraiment l'éclosion de plein d'acteurs parce que, justement, il y avait un cadre réglementaire qui le permettait. Donc, on a un double enjeu au niveau de l'Afrique. Déjà, il faut être capable de canaliser sur le plan même local, de bien sûr surveiller ces différentes, les fintechs, mais aussi dans une logique de développement panafricain. On a des problématiques concurrentielles, on a des problématiques même opérationnelles, c'est-à-dire qu'on va avoir des champions nationaux qui seront incapables de se déployer dans d'autres pays parce qu'on n'a pas une certaine homogénéité dans le cadre réglementaire. Donc, pour nous, si on n'arrive pas à avoir, on ne demande pas d'avoir des directives ou des règlements vraiment, mais en tout cas d'avoir une certaine convergence entre les principes directeurs de réglementation en fait, de ces services financiers numériques. Je sais que vous allez parler par exemple de bientôt dans les prochains webinaires de la zone africaine de libre-échange. On doit aussi commencer à réfléchir à avoir un cadre réglementaire uniformisé, en tout cas convergent dans ce domaine. Oui, le prochain webinaire est d'ailleurs consacré à cette zone de libre-échange, donc ça sera peut-être un point qu'on pourra aborder à cette occasion. Exactement. Merci beaucoup Aristide, c'est très parlant. Alors Sofiane, j'ai une autre question qui était plutôt adressée à toi, où un de nos participants nous pose la question de savoir quels sont les moyens qui manquent à l'Afrique pour adresser les enjeux de cybersécurité. Merci. Alors, les moyens qui manquent à l'Afrique, j'aime à dire qu'il ne manque rien en soi, c'est-à-dire que le principal actif que possède l'Afrique sur ces enjeux-là, c'est le capital humain. On a une formidable jeunesse en Afrique qui est capable d'être formée et d'adresser ces enjeux-là. Ce qui va manquer, cependant, comme à sur chaque sujet, ça va être un peu de coordination entre les différents pays, puisque, comme je l'ai dit, cette cybersécurité ne peut pas être traitée de manière silotée pays par pays, puisqu'elle n'a pas de frontières et elle est partout. Donc, avoir la possibilité de travailler en commun et de voir l'Afrique comme une seule plateforme sur laquelle on va pouvoir protéger l'ensemble des actifs numériques et assurer par la même occasion la souveraineté de chacun de ces pays-là, avec des installations locales qui ne sont accessibles que par les personnes qui sont installées en Afrique. Ce sont vraiment ces points-là qu'il va falloir améliorer dans le temps et qui vont permettre de pouvoir résister et être résilient face aux cyberattaques. D'accord. Merci beaucoup Sofiane pour cela. Alors, on arrive, on a vraiment dépassé le délai qui nous était imparti là. Sauf si les uns et les autres vous souhaitez vous saisir d'une question particulière, je vous propose peut-être de nous arrêter là et de remercier tous les participants et tous les intervenants. Et de répondre aux questions qui nous seraient posées éventuellement. Je crois que Marion, tu as la possibilité de prendre les contacts des uns et des autres et on répondra peut-être par mail aux questions qui sont posées. Voilà. Merci à tous pour vos présentations, pour vos interventions, pour vos réflexions et merci de les partager avec nous. Merci aux participants de votre présence. Alors, je vois une dernière question là qui vient de m'être signalée et avec insistance. Alors, on va peut-être la prendre, mais c'est vraiment la dernière avant de partir. On nous parle est-ce que la bipolarité anglophone et francophone n'est-il pas un frein? Alors, Julien, est-ce que tu veux répondre à ça ou Sofiane répondra à cette question? Est-ce que le fait qu'on pourrait peut-être même rajouter le côté lusophone aussi
et pourquoi pas également arabophone, je ne sais pas. Est-ce que, en définitive, la composition linguistique sur le continent africain constitue un frein à toutes ces problématiques-là et à tous ces enjeux? Qu'est-ce qui veut répondre? Julien, tu veux répondre? Du point de vue de la fiscalité directe, c'est pas vraiment un sujet parce que il y a de toute façon, pour faire passer la réforme est mondiale, donc elle met en jeu à la fois l'Afrique anglophone, francophone, mais aussi l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Donc il n'y a pas de et je dirais même au sein de l'AFTA, je crois que l'Afrique a parlé d'une voix, quoi. Donc je pense que enfin, en tout cas, c'est pas vraiment un sujet pour la fiscalité directe. Sofiane, sur les questions de cybersécurité, puis on s'arrêtera peut-être avec cette réponse et on répondra aux autres questions, comme je l'ai signalé par la suite par mail. Sur les questions de cybersécurité, de la même manière, il n'y a pas de frein lié à la langue. Au contraire, c'est plus une opportunité pour mettre en commun davantage de techniques et davantage d'approches qui diffèrent entre un système anglophone qui peut-être a une approche plus pragmatique et qui est porté sur un système militaro-centré, je dirais, et le système francophone qui est plutôt défensif. Donc, ce sont plutôt des complémentarités que je vois pour adresser ces sujets-là au niveau de la cybersécurité. D'accord. Donc, en définitive, un bloc de réglementation linguistique pourrait alimenter également l'autre bloc et le compléter. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est un beau mot pour conclure. En définitive, les différents espaces linguistiques de l'Afrique se complètent et s'enrichissent mutuellement. Je pense qu'on va en rester sur ce mot-là. Merci encore à tous pour vos présentations et d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Merci aux participants de vous être connectés. Et donc, je vous donne rendez-vous le mardi 14 décembre prochain pour un nouveau webinaire qui sera consacré cette fois sur la zone de libre-échange continental africain, donc qui réserve également un grand programme. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci Yves. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.